Madame, Monsieur, bonsoir. Et bienvenue. Focalisons toute notre attention sur le CIREX, le Salon international des ressources extractives et énergétiques qui s'est ouvert ce matin sous la présidence de son Excellence, Monsieur Alassane Ouattara, avec environ 300 exposants, 50 pays invités et 1500 professionnels qui sont présents donc pour ce salon. Les détails dans cette émission. Notre plateau est 7. Le Grand Talk démarre maintenant. Bienvenue. Merci d'être avec nous, merci de votre fidélité à ce programme. Nos amis sont là, on va démarrer au pas de course avec cette très bonne nouvelle. Pascal, bonsoir et merci d'être là ce soir encore une fois. Bonsoir Christelle, merci à vous. Barry, bonsoir. Docteur Barry, bonsoir. Bonsoir Christelle, mettez-vous à l'aise. Félicitations à la SEC Mimosa en passant. N'est-ce pas? Élisée Volouvé, bonsoir. Bonsoir Christelle, bonsoir chers téléspectateurs. C'est un plaisir renouvelé de vous retrouver. Et nous aussi. Daouda Koulibaly, bonsoir. Bonsoir Christelle, bonsoir à tous et bonsoir chez vous. La bonne nouvelle, c'est que le Salon international des ressources extractives et énergétiques, le CIREX, s'est ouvert ce matin. Je le disais donc à l'entame de ce temps d'antenne, sous la présidence du chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara. Daouda y était justement. Il a fait un tour et un bon tour. Élisée, je crois, y était également. Vous allez nous faire un bon point. Pourquoi, Daouda, ce salon est important pour la Côte d'Ivoire? Effectivement, ce salon est très important parce que le CIREX, c'est le Salon international des ressources extractives et énergétiques. Dans un premier temps, il a pour objectif de fédérer en fait toutes les initiatives éparses et à intégrer en une seule plateforme et unique tous les secteurs des mines. Ça, c'est ce qui est dit. C'est cela. Mais vous n'allez pas oublier que depuis un certain temps, la Côte d'Ivoire, c'est comme si les dieux étaient en train de bénir la terre ivoirienne, dans la mesure où on a découvert le gisement Baleine, Kalao. On a découvert aussi le gisement Kalao, on a découvert aussi un gisement de Coltan. Et Tanda récemment? Tanda, mais avant Tanda, on a découvert une autre mine d'or de classe mondiale. Donc ça nous fait 2 mines d'or de classe mondiale. De classe mondiale. Okay. Donc l'un mis dans l'autre aujourd'hui. Le ministère des Mines, de l'Énergie et du Pétrole, en fait, qui organise ce salon-là, a fait, en fait, dans un premier temps, de s'inspirer des autres pays qui, aujourd'hui, sont dans ce secteur-là. Par exemple? Notamment des pays comme l'Angola, des pays comme le Nigeria, des pays comme la Norvège. Et au passage, je tiens à dire que la Norvège est le pays invité d'honneur à cette tribune-là. Il a noté que le choix de la Norvège, ce n'est pas un choix qui a été fait de façon fortuite, dans la mesure où la Norvège est un modèle mondial en matière de gestion de ressources naturelles. Et aussi, ils ont une expertise dans la transition énergétique. Parce que vous n'allez pas oublier que tout ce qui concerne les mines, généralement, il y a des enjeux. L'enjeu peut être l'enjeu au-delà de l'économie, mais il y a l'enjeu environnemental. Donc, il faut pouvoir s'inspirer de tout ça. Donc, comme il y a beaucoup de pays... Et puis l'enjeu sécuritaire aussi. Sécuritaire aussi. Et comme il y a beaucoup de pays qui ont ça avant nous, il faut s'en inspirer. Et du coup, à ce salon, j'ai été véritablement marqué par quoi, quelque chose. Daouda? J'ai été marqué par le fait que le ministre a dit quelque chose qui m'a touché. Parce qu'il dit qu'au-delà d'être un salon pour les experts, mais c'est aussi un moment de curiosité pour tous les Ivoiriens. Pourquoi c'est important justement de le signaler? C'est important parce qu'on a découvert dans un premier temps des gisements. Aujourd'hui, tout le monde est chez lui, tout le monde parle, mais comment est-ce qui va recevoir quoi? Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire gagne? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on gagne concrètement? Je pense que c'est le lieu pour tout le monde d'y aller. Parce que moi, j'ai fait le tour des stands. J'ai vu le stand de Eni. Eni qui a découvert justement le gisement Baleine. Ils sont là. Le ministère a son stand qui est là. La Geste aussi qui fait le stockage est là. La Petro aussi qui gère le gaz est là. Je pense que c'est le lieu pour tout le monde du 27 au 2 décembre, d'aller en famille pour aller demander concrètement comment est-ce que ça se passe. Et pour l'occasion, ça sera l'occasion pour tout le monde de créer de nouvelles vocations. Parce que j'ai vu les étudiants de l'Institut national polytechnique de Yamoussoukro qui, quand je leur ai demandé, ils ont quitté Yamoussoukro à 5 h du matin pour venir à ce salon. J'ai vu les étudiants de l'école de mines de Mans qui étaient là. J'ai vu des étudiants de l'ITA qui étaient là.
Parce qu'aujourd'hui, n'oubliez pas, on a parlé sur ce plateau-là du contenu local. Et ce contenu local-là, le ministre a été clair. Tout ce qui concerne les ressources minières de la Côte d'Ivoire, mais ce sont les expertises au niveau local qui seront mis à l'honneur dans ces ressources-là. Je vais m'arrêter là, parce que je n'étais pas seul. Élisée était là-bas. Il avait un peu très chaud, mais bon, on était tous ensemble. Alors Élisée Daouda nous a fait un petit point, montrer l'intérêt de ce salon-là et pourquoi les propos du ministre Sangafoa, pour lui, étaient très importants. Ouvrir le mindset des Ivoiriens à l'effet qu'ils viennent voir de quoi il s'agit et pourquoi pas créer des vocations. Pensez-vous qu'un tel salon, avec tout ce qu'on découvre en Côte d'Ivoire, était plus que d'actualité ? Non seulement pour rapprocher les autres qui sont déjà passés par ces chemins-là de nous, mais aussi ouvrir un peu plus l'esprit des Ivoiriens sur le minerai. Non, le salon, son organisation est très indiquée dans la mesure où, je pense que Daouda a situé un peu le contexte, mais il est toujours bon aussi de revenir sur quelques chiffres. Hein. Vous savez, par exemple, quand je prends le secteur de l'électricité, le secteur énergétique, parlons-en. Vous savez, par exemple, que de 2013 à 2023, c'est 1700 milliards de francs CFA qui ont été investis dans le secteur. Ce qui nous a permis de passer de 31% de taux de couverture à aujourd'hui pratiquement 95% de taux de couverture. Et quand vous prenez le secteur des mines, c'est environ 300 milliards de francs CFA qui ont été investis sur la période allant juste de 2018 à 2023. Donc, c'est des investissements importants qui, aujourd'hui, ont permis à notre pays d'atteindre un certain niveau en ce qui concerne l'industrie extractive. Et malheureusement, ces efforts, quoique étant importants, très souvent ne sont pas perçus parce que, je veux dire, les acteurs concernés agissent de façon éparse. Donc, le CIREX devient cette plateforme-là qui permet de réunir l'ensemble des acteurs autour du projet commun, qui est ce projet-là de raffermir davantage, de positionner davantage comme un hub, la Côte d'Ivoire comme un hub en matière énergétique, en matière minière, et puis au niveau du pétrole. Donc, les acteurs se retrouvent là, c'est vrai, internationaux, mais également nationaux, pour voir dans quelle mesure ce potentiel, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, il s'agit de transformer le potentiel qu'on a. Parce que les récentes découvertes, surtout dans la partie pétrolière, nous disent par exemple que ces récentes découvertes-là, l'estimation, c'est environ 6 milliards de barils par jour. 6 milliards de barils pour ces découvertes-là. Transformer ici. Hein. Oui, c'est important. Et ça, il faut que les acteurs, d'abord prennent conscience de ce potentiel-là et surtout réfléchissent comment on arrive à transformer ce potentiel-là en une valeur réelle. Parce qu'on peut garder le potentiel et ne pas en transformer en valeur. Donc, ce salon-là, les acteurs se retrouvent et ensemble, ils essaient de voir les mécanismes, les acteurs publics, c'est-à-dire que le gouvernement et autres, tout ça, et puis les acteurs privés, ceux qui sont dans le secteur, se retrouvent, ils échangent et on voit comment on transforme ce potentiel-là en une valeur. C'est vraiment le sens de ce salon-là. Mais ce qui est intéressant, et c'est un peu ce que Daouda a dit, c'est qu'au-delà de juste permettre une plateforme des acteurs, c'est d'incruster dans l'esprit surtout des jeunes la nécessité de s'orienter vers ces secteurs-là, qui sont des secteurs porteurs, des secteurs de demain. L'ambition du gouvernement aujourd'hui, c'est de passer de 3% que représente le secteur minier, par exemple, le PIB, à environ 6 voire 7%, sinon 8 même à l'horizon 2030. Donc ça veut dire que c'est des marchés potentiels qui s'ouvrent, des secteurs d'activité. Il faut que les jeunes le comprennent et qu'ils s'y orientent et commencent déjà à se former dans ce sens-là, parce que c'est des marchés qui vont s'ouvrir demain. Donc tout ça, c'est vraiment pour moi des éléments capitaux. Et c'est pourquoi, à la suite de Daouda, je veux aussi inviter l'ensemble des jeunesses, l'ensemble des populations à se rendre vraiment à ce salon-là pour leur permettre de comprendre que leur pays est aujourd'hui très bien lancé, mais que ça nécessite aussi leur accord et leur appui pour pouvoir développer tout ça. Alors, Barry, avec vous, regardons un peu l'enjeu sécuritaire, justement, de maîtriser tous ces minerais qui sont découverts en Côte d'Ivoire. Certains pays sont passés par nous. C'est challenging, on va dire, si je peux me faire ce franglais-là. Mais comment est-ce que nous, en Côte d'Ivoire, on pourra travailler, développer, tout en gardant véritablement notre sphère de paix et de sécurité ? D'abord, il faut noter que les mines seront au cœur de la Côte d'Ivoire du futur. Quand je parle de la Côte d'Ivoire du futur, c'est la vision 2050. Oui. Et donc, il est primordial que la sécurité soit au cœur du dispositif. Le premier défi à relever, d'abord, c'est l'orpaillage clandestin. Comment on le gère? Parce que la dernière fois, nous parlions ici sur le plateau du blanchiment d'argent. Et je pense que les services ont alerté. Et la gendarmerie est à l'œuvre, la police nationale, même l'armée, parce que la zone nord, par exemple, c'est une zone militaire spéciale. Et on sait qu'au nord,
dans la zone de Mbengue, il y a beaucoup de mines d'or déjà par là-bas. Donc le défi, il est immense parce que plusieurs pays africains ont connu des troubles, généralement des pays où le minier est au cœur des enjeux de développement. La Sierra Leone, le Libéria à côté, la République démocratique du Congo, on n'en parle pas. Même la Guinée, au début des années 2000, ce n'était pas évident. Mais je pense que le gouvernement, dans sa démarche, a quand même pris l'initiative de prioriser le secteur de la sécurité. Et ça est au cœur du dispositif. Et l'éducation est au cœur du dispositif. Vous n'êtes pas sans savoir que le président de la République et son gouvernement ont construit une université polytechnique à Mans, dont la spécialité première, ce sont les études dans le secteur minier. Donc, il faut déjà alerter les Ivoiriens, comme Élisée l'a dit, les plus jeunes, qui peut-être, les bacheliers surtout, qui ont du mal à s'orienter. Voilà, il y a aujourd'hui la Côte d'Ivoire, qui était hier connue pour son agriculture. La Côte d'Ivoire du futur va combiner agriculture et industrie minière. Et ce qu'on devrait souligner aussi, c'est le contenu local. Le ministre, le ministre en a fait une priorité. Le cadre institutionnel est déjà défini. Donc les Ivoiriens, les hommes d'affaires ivoiriens qui souhaitent investir dans le domaine minier, ils auront leurs opportunités parce que le gouvernement a décidé de mettre l'Ivoirien au cœur du dispositif. Alors Pascal, regardons un peu ce qui se passe du côté de Tanda avec vous. Tanda, où on fait une belle découverte d'or. Regardons un peu notre point. Alors, je vous aide. Importante mine d'or découverte à Tanda, 150 tonnes d'or attendues par an et 4000 emplois annoncés. Alors, tous ces endroits en Côte d'Ivoire où on découvre du minerai, de l'or, du pétrole, pourrait évidemment, in fine, amorcer un gros développement. Vous savez, Christelle, pour ceux qui sont de ma génération, quand on était plus jeune, on disait que le président Houphouët-Boigny savait, ça reste peut-être de l'ordre de la légende, mais savait que la Côte d'Ivoire regorgeait d'immenses ressources minières et pétrolifères. Et depuis un certain nombre d'années, au regard des découvertes qui sont faites, des contrats qui sont signés et de l'intérêt qu'a le Gotha du monde des mines et des énergies pour la Côte d'Ivoire, j'aurais tendance à dire que ce n'était pas juste une légende et que peut-être, ce qu'on disait aussi à l'époque, c'était justement parce qu'ils se rendaient compte de ce que ça apportait comme trouble dans des pays qui étaient trop jeunes, démocratiquement, en train de se construire. Parce que nos démocraties, nos États ont entre 50 et 60, 70 ans pour la plupart. Et j'ai envie de croire qu'on a peut-être attendu le bon moment. C'est peut-être, comme dit la chanson, c'est le moment. Ce moment-là est arrivé. Et ce moment, et je viendrai sur Tanda, il s'appuie sur un code minier. Un code minier qui a été rendu plus attractif, plus complet. Il a été voté en 2014. Et ce code minier, puisqu'on parle de sécurité, on va en venir, il a mis en place un certain nombre de dispositions, dont par exemple la mise en place d'un système de cadastre minier. Ça veut dire qu'il y a une cartographie de ce qu'on appelle les espaces les gisements ou bien les espaces qui produisent de l'or, mais on n'a pas que de l'or, parce que la Côte d'Ivoire, elle ne fait pas qu'avoir des minerais, elle se paye le luxe aussi d'en avoir des minerais très diversifiés. Maintenant, pour en venir à Tanda, c'est la même chose. Nous, ce qu'on ne veut pas voir, c'est des vidéos d'autochtones qui se plaignent que leurs terres sont spoliées. C'est des vidéos d'orpaillage clandestin, d'orpaillage sauvage. Et il n'y a pas que l'orpaillage, il y a la recherche de toute autre richesse dans le sous-sol ivoirien. Nous, on doit pouvoir apprendre de ce qui s'est passé chez nos voisins proches et lointains et être ferme dès le début. Et ça, c'est une grand-messe qui est prometteuse et qui annonce de grandes choses pour la Côte d'Ivoire. Et cette ouverture, vous voyez, on a une dizaine de drapeaux. Exactement. Et ça, c'est la Côte d'Ivoire. C'est les investisseurs, c'est du financement, c'est des emplois, c'est les jeunes qui viennent, comme disait Daouda depuis Yamoussoukro. Donc oui, ce Cirex-là, il y en aura 10, 15, 20 à venir. Et tout ce qu'on espère, c'est que la Côte d'Ivoire puisse tirer les enseignements de ce que la découverte de richesses comme ça importantes a fait dans d'autres pays. C'est clair. Et n'en avoir que les aspects positifs, en tout cas le maximum possible. Et le point de Pascal est très important parce que lorsqu'on fait la lumière sur une zone,
évidemment, des esprits chagrins, mal intentionnés, pourraient y aller développer des choses qu'il ne faut pas. Revenons au contenu local, Daouda. C'est l'occasion, comme vous l'avez dit, de lever des vocations et de diriger une génération d'Ivoiriens, de jeunes Ivoiriens vers l'énergie, vers les mines, les métiers même justement de ce secteur-là. Comment arriver à développer cela au-delà de la formation? Est-ce qu'il y a autre chose à faire? C'est vrai que le gouvernement a mis en cadre une loi pour bien gérer ce contenu-là, mais est-ce qu'il y a d'autres choses à faire, Daouda? Bon, au-delà parce que avant d'en venir à votre question, je pense que l'État avait à planifier tout ça en fait. Parce que moi, je me rappelle encore, il y a 10 ans en arrière, pour ceux qui faisaient mine et géologie aux groupes locaux, on se moquait beaucoup d'eux. Pourquoi? Non, mais parce qu'il n'y avait pas de, Il y avait pas de débouchés. Il n'y avait pas de débouchés. Aujourd'hui, les débouchés sont là. Ça existe. Donc, je pense que c'est aux jeunes Ivoiriens d'être les pionniers, d'être les leaders de cela. Parce que comme l'État a déjà mis le cadre juridique en place. D'accord. Au-delà du CIREX, est-ce qu'il y a d'autres initiatives qu'il faut initier au niveau de l'État justement pour attirer l'attention des jeunes sur ce domaine-là? Je pense que c'est les jeunes plutôt qui doivent... Parce que tout est déjà en place. Tout a été déjà mis en place. Tout est encadré par la loi. Et ils ont même dit eux-mêmes qu'ils feront tout pour mettre ces jeunes à l'honneur. Malheureusement, il ne faudrait pas qu'on tombe dans les mêmes travers des années précédentes. Où, par exemple, on dit aux jeunes Ivoiriens, voici l'opportunité qui est là, venez. Mais après, si tu ne viens pas, après, comme le père fondateur le disait, la nature a horreur du vide. Si vous ne venez pas, mais quelqu'un d'autre viendra prendre votre place. Moi, je pense que c'est à nous jeunes. L'État nous a tendu la perche. Le gouvernement nous a tendu la perche. C'est à nous véritablement de dire, OK, il est temps, il faut qu'on y rentre. Que ce soit par par l'emploi en tant que salarié, mais même par la création d'entreprises à côté. Mais il est important aussi que l'État puisse aider ces entreprises aussi à se positionner à un autre niveau, en fait, quoi. Sur les jeunes. Quand on revient, sur les jeunes. Sur les jeunes, peut-être penser à créer une vraie dynamique au niveau des financements des projets jeunes, inciter la jeunesse lever des fonds énergétiques. Voilà, que le secteur privé et que le secteur bancaire accompagnent le financement des jeunes qui mettraient en place des entreprises dédiées à ce secteur-là. Et Daouda a dit qu'il faut aller au-delà du CIREX, mais moi je dis qu'il faut regarder dans le CIREX même. Parce que quand vous allez sur les ambitions du CIREX, quand vous allez sur les objectifs du CIREX, vous avez dans le CIREX à boire et à manger, et il faut un certain protectionnisme de l'État, sans vouloir effrayer les investisseurs, mais au moins sur certaines palettes d'activités, pour que cela suscite des entreprises locales dédiées au secteur. Alors Élisée, justement... Vas-y, après. D'accord. Élisée, justement, les ressources qu'on découvre, quelqu'un posait la question, ce sont des ressources pérennes à vie qui vont rester là ou est-ce qu'elles vont tarir? Si ce sont des ressources qui ont une durée de vie, comment capitaliser justement pour que cela puisse profiter à tous les Ivoiriens? En rigolant, il disait alors cette nouvelle... mine d'or, par exemple, qu'on découvre à Tende, est-ce que chaque Ivoirien devra avoir un lingot d'or? Je dis non, ce n'est pas le discours. Mais en même temps, on peut rire, hein. Ce n'est pas le discours. Ça veut dire qu'il y a une vraie information à donner, justement sur ces minerais qu'on découvre par rapport à ces régions. Oui, je pense que c'est tout le sens aussi d'un salon comme le CIREX, comme Daouda le disait en entame. Est-ce que tout le monde pourra venir au CIREX? C'est ce que je suis en train de dire. C'est une plateforme, c'est tout le sens. C'est un salon gratuit. C'est tout le sens d'un salon comme le CIREX, en fait. Ça veut dire que c'est une plateforme où on peut avoir le maximum d'informations nécessaires. C'est ça, je dis, vous savez, on a beau vouloir vous donner toutes les informations, mais à un moment donné, vous qui recevez l'information, vous devez faire l'effort aussi de chercher à avoir l'information. C'est jusqu'au 2 décembre. C'est important. Nous, aujourd'hui, on fait un exercice sur ce plateau pour informer les gens à travers le CIREX, à tout ce qu'on sait sur la question des mines, de l'énergie et du pétrole en Côte d'Ivoire. Mais c'est des informations qu'on peut trouver sur Internet, c'est des informations aussi, c'est des plateformes comme le CIREX où on peut se rendre, voir les acteurs, échanger avec eux. Mais je voulais revenir rapidement sur ce que Daouda disait par rapport au contenu local. Oui. Une chose est importante, le contenu local, il est consacré par une loi. Il y a une loi qui a été prise en juin 2022 par l'Assemblée nationale et le décret d'application a été pris en 2023. Disponible. Voilà, donc ça veut dire que c'est pas, le gouvernement ne le fait pas par plaisir. Il y a une loi qui aujourd'hui donne le droit de pouvoir faire la promotion du contenu local.
Et donc, c'est une opportunité, une aubaine. Parce que très souvent, l'une des choses qu'on a eu à reprocher à nos dirigeants, souvent à raison, hein, moi je le dis honnêtement, souvent à raison, c'est que les marchés, la plupart du temps, étaient pris en compte vraiment par des opérateurs étrangers. Aujourd'hui, on vous donne l'opportunité et c'est consacré par la loi. C'est-à-dire aujourd'hui, le gouvernement dit, OK, cet opérateur, tu viens dans le secteur, mais par exemple, 30% de ton chiffre d'affaires ou bien 30% des activités qui doivent être faites par des entreprises au niveau local. Donc, tu es obligé d'en tenir compte en réalité, parce que ça s'appuie sur une loi. C'est réglementé. Et c'est donc là aussi que j'aborde un peu dans le sens de Pascal, par rapport aux structures qui peuvent, ou bien des jeunes qui peuvent se lancer dans le secteur. Des structures de financement. Le secteur des mines, de l'énergie et du pétrole est un secteur à financement lourd. Il ne faut pas qu'on se voile la face. C'est clair. Voilà, ce n'est pas comme à ouvrir une boutique, c'est un financement lourd. Donc là, il faut être très ingénieux pour bénéficier du financement. C'est pourquoi je dis, pour moi, il faut mettre en avant la notion de solidarité. C'est-à-dire ? Voilà, c'est plus une affaire où Élisée Bolivar se lever, va aller déposer son dossier, financez-moi. C'est là maintenant les jeunes doivent faire preuve d'imagination, se mettre ensemble. Voilà, se mettre en groupe avec des spécificités au niveau de chacun. Moi, par exemple, j'ai des compétences sur le volet minier. Il y a quelqu'un qui peut avoir des compétences sur le volet hydrocarbures. On se met ensemble, on se dit non, voilà une entreprise qu'on monte et on sait aujourd'hui qu'il y a un véritable potentiel qui existe au niveau de la Côte d'Ivoire qu'on veut transformer en des valeurs. Et ça, vraiment, il faut que les jeunes le comprennent. On ne peut plus fonctionner de façon individuelle, mais c'est vraiment ensemble avec des projets solides qui peuvent même avoir des financements, même pas au niveau local. Hein. On peut avoir des financements, mais à l'étranger, oui. Des gens qui peuvent vraiment nous accompagner. Donc ça aussi, c'est important de passer ce message-là aux jeunes autres. Maintenant, sur la question de est-ce que c'est des réserves pérennes et autres, tout ça, non. Il faut reconnaître que, bon, ce n'est pas forcément des réserves pérennes, mais c'est des choses qui vont durer dans le temps. Voilà. Et c'est pourquoi, justement, une économie ne peut pas juste avoir un pilier. À un moment donné, il faut diversifier l'économie. Voilà, il faut transformer ton économie, une transformation structurelle de l'économie pour avoir plusieurs piliers qui te permettent vraiment de porter ton économie. Barry, est-ce qu'en la matière, en l'état actuel des choses, c'est maintenant que les minéraux sont découverts, en tout cas de plus en plus, est-ce que nous avons de la réserve? Nous pouvons créer, comme Élisée l'a dit, des entreprises là, se mettre ensemble et puis, avec les compétences diverses et variées, lever un potentiel, un projet et puis voilà, commencer à opérer dans certains secteurs. Est-ce qu'en la matière, on peut ou il faut donner à la jeunesse ivoirienne peut-être 5 ans, 3 ans? Votre point de vue là-dessus? Non, dans un premier temps, dans le court terme, ce n'est pas évident parce que c'est d'abord un secteur qui est nouveau pour certains. C'est clair. Voilà, donc il faut se donner le temps. C'est vrai que la durée de vie est déterminée, hein, ce n'est pas quelque chose qu'on peut exploiter toute une vie. C'est pourquoi il faut passer de l'extraction à l'industrialisation, parce que l'industrialisation peut être plus pérenne en fait. Et aussi, on a parlé tout à l'heure des jeunes qui doivent s'orienter vers les filières. Il y a quelque chose, il y a un métier par exemple qu'on ne prend pas en compte, c'est les soudeurs. La soudérie. Soudronnerie, soudure. La soudure, c'est ça? La soudure, c'est quelque chose qui peut... Un spécialiste de soudure, il peut avoir de l'emploi. On a des filières ici déjà pour ça. Oui. Okay. Dans les lycées professionnels et techniques, il y en a. Donc, il faut aussi prendre en compte tout ça. Il faut prendre en compte tout ça. Mais une chose est sûre, la Côte d'Ivoire a d'énormes potentiels parce que là, on nous annonce 2/3 du territoire ivoirien qui est couvert par des formations géologiques. Et la Côte d'Ivoire possède 35% des ceintures de roches vertes de l'Afrique de l'Ouest. Elles sont réputées riches en or, en fer, en manganèse, en diamant, en lithium. Donc, il y a encore de la matière. Et je me permets une anecdote, si vous le permettez, Christelle, sur la soudure. J'étais dans un pays de la sous-région et il y a un bateau qui a accosté, qui avait des problèmes avec sa coque. D'étanchéité peut-être? D'étanchéité. Et il fallait un scaphandrier. Et dans le pays où j'étais, il n'y avait pas un seul scaphandrier. Et on a fait venir un scaphandrier de l'Europe. On va expliquer un peu ce que c'est qu'un scaphandrier pour ceux qui ne comprennent pas. Alors un scaphandrier, je vous dis ça tout de suite, c'est un bonhomme qui est muni d'un scaphandre, vous savez, qui fait des travaux subaquatiques, en plongée. Donc, vous avez déjà vu ça dans les films, il fait de la soudure, mais il n'y avait pas dans ce pays-là. Dans tout le pays, il n'y avait pas un seul scaphandrier. Est-ce qu'ici en Côte d'Ivoire, et je peux vous dire le montant qu'a touché Il a touché combien? C'était indécent, je ne vais pas vous le dire. Non, je vous en prie, allez-y, soyez indécente. Non, c'est pour justement lever des vocations. Il a touché combien? Il est venu en avion, plus de 10 millions. Juste pour aller souder? C'est pas juste, hein. C'est son métier. Mais non, mais c'est son métier. Il a appris cela à l'école. Il y a une nécessité. Moi, je pense qu'il y a une nécessité de reconversion. On peut tous y regarder tout ça. Ça vous dirait d'être scaphandrier? L'idée a parlé de financement lourd.
Mais ça nourrit son homme. Ça nourrit son homme, effectivement. Bon, le scaphandrier. Le scaphandrier. Non, mais je pense c'est qu'au clair niveau de la marine, c'est possible d'en avoir, hein, pour les bateaux spécifiquement. Mais en tout cas, il y a des officiers mariniers qui en sont son spécialistes. point est clair, en tout cas, la lanterne, et même crée peut-être de la curiosité chez certains qui nous regardent, ceux qui auront le bac ou ceux qui se disent qu'est-ce que je fais, je suis dans une filière que j'aime pas, j'aime l'eau, bah si tu aimes l'eau, voilà un métier qui serait pour toi. Non. Les grandes entreprises qui arrivent, on en a exactement, auront besoin de cela. Je pense qu'il faudrait aussi qu'il y ait une incitation, en tout cas une disposition au niveau de nos lois pour qu'une partie de leurs bénéfices, de leurs investissements ici, soit consacrée à la RSE, c'est-à-dire à une responsabilité sociétale et environnementale qui puisse créer un fonds. Et je pense que l'idée, je ne dois pas avoir inventé le fil à couper le beurre ou à couper l'or. Je pense que ce fonds-là pourrait servir à financer justement ces jeunes que nous appelons à investir le secteur et à participer à cet essor, ce nouvel essor économique. Alors en tout cas, au niveau du... Daouda, vous aviez un point rapide, parce qu'on part en politique maintenant. Oui, je sais, j'avais juste 2 petits points rapides. Le premier point, c'était de dire merci au père fondateur. Je pense qu'elle a... Non, c'est vrai. Le président Houphouët-Boigny. Houphouët-Boigny, parce qu'aujourd'hui, lui... Tout ça, ça existait, il aurait pu l'utiliser, il ne l'a pas fait. Il a laissé, visionnaire. Il a été un visionnaire, il faut lui dire merci pour ça. Et la dernière chose que je vais dire, c'est qu'aujourd'hui, c'est le lieu pour chacun de nous. C'est vrai que l'État a mis, il y a le cadre juridique qui existe. Maintenant, il faut que chacun de nous puisse en bénéficier à son niveau. Voilà. Il faut que ces richesses-là soient distribuées équitablement à tout le monde. Je ne suis pas pour la justice, mais pour l'équité. Très bien, que ça soit fait équitablement. Merci Daouda pour votre point. Daouda veut son lingot d'or. Franchement, même si c'est la moitié d'un lingot. Merci. Balle au centre, je vous prie. On revient donc toujours en Côte d'Ivoire. On ne va pas revenir sur le sujet, mais en tout cas, on a fait notre part de communication à l'effet d'éclairer les lanternes et de vous pousser justement à aller visiter le Cirex, ouvert. Cela a démarré aujourd'hui et il fermera ses portes le 2 décembre. N'hésitez pas à aller en famille. Messieurs, parlons présidentielle 2025. Messieurs, dames, présidentielle 2025. Alors, il y a eu 2 tables rondes. La première, celle de l'Union européenne, qui dit, de par sa chef de délégation de l'Union européenne en Côte d'Ivoire, qui dit en 2025, la Côte d'Ivoire peut démontrer qu'elle est championne d'élections sans violence, crédible et transparente. Et la seconde table ronde, c'était donc l'affaire de l'ambassadrice des États-Unis en Côte d'Ivoire, Jessica Davis-Ba, qui a demandé à ce que les politiques de Côte d'Ivoire puissent s'inspirer de la toute dernière élection aux États-Unis qui a vu le triomphe de Donald J. Trump. Et ensuite, elle a parlé des fake news. Enfin, essayons donc de regarder un peu l'intérêt de ces 2 tables rondes, justement, et leur impact sur des élections apaisées en Côte d'Ivoire. Élysée, commençons par vous. Ce sont de très belles initiatives, je pense. Les initiatives à saluer. Commençons déjà par la première, l'Union européenne, qui réaffirme son engagement à être aux côtés de la Côte d'Ivoire, en tout cas dans cette phase qui me semble une phase assez cruciale de son histoire, à savoir les élections de 2025. C'est déjà un engagement qui, moi, me rassure et me fortifie déjà. Hein. Voilà. C'est dit que même des gens qui sont loin de nous sont intéressés par nos élections, parce que nous allons faire... quand même, quand je dis loin, je veux dire en termes d'espace géographique. Voilà, on s'intéresse quand même à notre pays. Comme on le dit chez nous, hein, ça veut dire que quand tu as ton problème, que les gens viennent t'aider pour ton problème, la logique voudrait que toi-même tu prennes conscience de la nécessité de ne pas décevoir ceux qui viennent t'aider pour ton problème. Donc pour moi, c'est un message qu'on envoie à la classe politique ivoirienne et aux Ivoiriens. Voilà, pour leur dire qu'on est à vos côtés, mais la responsabilité... première, de nous assurer des élections transparentes et apaisées. Cette responsabilité vous incombe, vous en tant qu'Ivoirien, vous en tant qu'acteur politique. Et je me dis quand même que si par amitié, des structures comme l'Union européenne, des pays comme les États-Unis décident de nous accompagner, c'est une manière de nous montrer à nous-mêmes, Ivoiriens, que notre pays est un pays important. Peut-être que nous-mêmes, on l'ignore beaucoup, bien on le banalise, ou bien on ne pense même pas ça, mais c'est un pays qui est important, qui compte aujourd'hui. Donc, si le pays compte, c'est une manière pour nous de comprendre aussi que nous, on compte. Donc, si on compte, il faut qu'on montre à ceux-là
qui voient l'importance de notre pays, que nous-mêmes, on est conscients aussi de l'importance de notre pays. Donc ça, vraiment, je trouve que c'est une très bonne chose. Pour les États-Unis, par exemple, quand j'ai lu un peu le compte rendu, mais j'ai apprécié quelque chose qu'elle a dit qui est important. Elle a dit, les États-Unis ont près de 225 ans de démocratie. Yes. Ouais. Voilà. Mais cette démocratie-là, elle s'exprime de manière différente, hein, parce que là, moi, j'étais surpris d'apprendre, par exemple, qu'aux États-Unis, pour ce qui concerne l'enrôlement, chaque État a sa spécificité. Hein. Oui. Il y a des États même où on peut s'enrôler le même jour de l'élection. Par contre, il y a d'autres où ce n'est pas permis. Mais tout ça, ça pour dire quoi? C'est pour dire que ça rime à quoi? À des tests. Nous, on a des tests. Un code électoral qui dit, voilà ce qui doit être fait en cas de révision des listes électorales. On peut estimer dans le fonctionnement, dans l'évolution, que ce code-là, il est caduc. C'est-à-dire que ces articles sont caducs. Mais ça, c'est responsable, c'est humain. On s'assoit avec les acteurs et puis on dit, OK, au regard aujourd'hui de l'évolution de la situation, les tests semblent être caducs. Comment on les réactualise et on les fait avancer? Mais qu'on ne donne pas l'impression que c'est un projet porté par des individus, mais par des camps, au détriment de d'autres. Ce n'est pas vrai. Le code électoral actuellement qui existe en Côte d'Ivoire, c'est un code électoral qui a été établi avec tous les acteurs politiques. Ça, vous le dites à chaque fois. Voilà, donc c'est vraiment important. Non, je le dis, c'est à dessein. C'est très important. Oui, c'est à dessein. C'est à dessein. Très bien, Élisée. C'est à dessein. Parce qu'il faut que les Ivoiriens comprennent que on veut souvent les faire passer pour des dupes. Mais ils sont... Non. Que ceux qui sont en train de bavarder là, ils sont tous contemporains, ils sont tous décideurs de la situation. Donc ça, il faut que les gens comprennent. Maintenant, ils peuvent estimer que ce n'est pas bon aujourd'hui. Ensemble, asseyez-vous, faites avancer le processus. C'est tout. Daouda, lorsqu'on parle de tout ce qu'on a eu à dire sur le CIREX, ça peut faire un peu le pont, avec ces merveilleuses découvertes, ces projets fantastiques. Ce PIB qui arrive. Oui, on n'a pas le droit en Côte d'Ivoire d'aller à des élections de violence pour mettre à mal tout ce capital. Daouda, réaction. Christelle, j'aime à le dire, quand je suis avec mes amis, je discute souvent, on me dit, mais Daouda, en 2025, tu vas voter pour qui? Généralement, vous savez la réponse que je donne? Non. Je dis que quand la campagne va s'ouvrir, il y a un seul pan que moi je vais regarder dans le programme de tous les candidats. Lequel? C'est le pan sécuritaire. Parce que c'est vrai, les gens parlent de la vie est chère, on ne mange pas, on a faim, on n'a pas ceci, on n'a pas cela. C'est des points que certains portent. C'est des points importants. Mais quand tu parles de tout ça, c'est parce que tu as la sécurité. C'est cela. J'aimerais vous rappeler à vos beaux souvenirs en 2010, quand on payait la ticket encore, une boule de ticket de 100 francs à 1000 francs, c'était la crise. Lors de cette crise. On ne cherchait pas à savoir si on avait faim ou on n'a pas faim. Chacun cherchait à fuir. Et donc, pour revenir au sujet d'aujourd'hui, quand des Occidentaux, l'Union européenne, l'ambassade des États-Unis, qui eux ont des investissements lourds en Côte d'Ivoire. Des intérêts. Parce qu'au-delà même des intérêts, mais c'est des investissements lourds qu'ils ont en Côte d'Ivoire. Ils ont besoin d'un pays stable parce que le business n'a pas besoin de bruit. Quand il y a trop de bruit dans un pays, généralement, l'argent a tendance à fuir. Ah bien sûr, l'argent n'aime pas trop le bruit. L'argent n'aime pas le bruit. Et donc, il est fort important parce qu'Élysée a dit quelque chose qui est tellement important. Notre pays compte dans le Conseil des Nations. Il compte pour des gens. Mais on a comme l'impression que les seuls qui n'ont pas encore pris conscience que la Côte d'Ivoire est un grand pays. La Côte d'Ivoire est un pays béni de Dieu. La Côte d'Ivoire est un pays où, j'ai envie de dire, je n'ai pas envie de dire le rêve américain, mais le rêve ivoirien peut se réaliser. C'est nous les Ivoiriens qui n'avons pas encore compris cela. Mais aucun homme politique n'a dit que toutes ces déclarations ne rentreraient dans l'oreille de sourd, Daouda, pour terminer. Mais pour revenir, parce que chaque année, à chaque 5 ans, ils viendront nous dire non, il faut des élections libres et transparentes. Il faut des élections libres et ceci et cela et patati et patata et plein de choses. Mais finalement, je pense que depuis le début de l'année, on suit les meetings de chaque camp politique. Mais écoutez le discours, le narratif qu'eux-mêmes ils utilisent. Ils créent les germes du mal. Parce que, s'il y a un groupe qui va bander les muscles pour dire si vous faites ci, on ne va pas faire ça. On a entendu dans ce pays-là, si X n'est pas sur la liste électorale ou Y n'est pas sur la liste électorale, il n'y aura pas élection. On a entendu ça dans ce pays-là. On a entendu des gens, des hommes politiques se faire appeler, se traiter de moutons, d'autres se faire appeler de chiens enragés. Ça, ce n'est pas des discours pour apaiser la situation. Bien, je pense que les hommes politiques doivent avoir la responsabilité d'avoir un discours responsable à l'endroit des Ivoiriens. Première chose, la dernière chose, il est important pour les jeunes qui, 20 ans après, on parle de CIREX, on parle de mines, on parle de plein de choses. Ce n'est pas le moment de mourir pour un homme politique.
Barry, votre point de vue justement sur ces deux tables rondes qui parlent de paix et stabilité pour les élections à venir? Je note que ce sont des initiatives de partenaires techniques et financiers, l'Union européenne, l'ambassade des États-Unis. L'ambassadeur a partagé l'expérience américaine avec les hommes politiques ivoiriens. C'est très important, il faut s'en inspirer. Parce qu'aux États-Unis, tout s'est bien passé parce que les acteurs ont eu confiance au processus électoral. Ils ont eu confiance aux institutions mises en place, aux institutions républicaines, je veux dire la 225 justice. ans de démocratie Voilà. quand même, Barry. Et c'est justement 225 ans, mais c'est toujours perfectible. Bien sûr. On se souvient de 2020, avec l'incursion des populations dans le Capitole, où on avait parlé des violations de la démocratie américaine. Donc, ce qui veut dire que ce n'est pas parce qu'on a 225 ans qu'on est à l'abri de conflits. Pour rebondir sur les propos de Daouda, je pense que la responsabilité première des élections apaisées en Côte d'Ivoire, ce sont les Ivoiriens eux-mêmes, à commencer par les hommes politiques. Moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est le narratif sur l'autre. Comment on construit l'adversaire politique. Parce que lorsque vous construisez votre adversaire politique comme un ennemi ou bien le camp du mal, les militants vont suivre. Parce que vous êtes un homme d'influence. Donc, il va falloir peser et choisir les mots qu'on utilisera pour la campagne électorale. Il faut éviter de diaboliser votre adversaire politique. Et les Ivoiriens, je pense qu'ils sont conscients. Et ce ne sont même pas les Ivoiriens seuls, les populations étrangères vivant en Côte d'Ivoire. Il faut rester dans le respect des lois du pays. La Côte d'Ivoire, c'est un pays d'accueil. Moi, la Côte d'Ivoire a accueilli ma famille. Mon père est venu ici dans les années 70. Toute la famille est née ici. C'est notre second pays après la Guinée. Donc, quand on vient dans le pays, il faut savoir respecter les lois du pays. Ça vous évite des problèmes. Tout à fait. Voilà. Pascal, justement, à la première table ronde que nous avons mentionnée, celle de l'Union européenne, il y avait la ministre de la cohésion nationale, de la solidarité, de la lutte contre la pauvreté, Miss Belmondo Dogo, qui a appelé non seulement au renforcement des activités de cohésion, elle a parlé d'alerte précoce, mais aussi elle a mentionné les alliances, faire la promotion des moyens traditionnels comme les alliances à plaisanterie qui éviteraient par exemple que Yacouba ou bien un Senifo puisse se battre. Alors, que pensez-vous justement de son intervention, Pascal? Non, mais je pense qu'elle est dans son rôle, Madame la Ministre. C'est toujours intéressant de rappeler ce qui fait notre socle commun, nos traditions, nos us, nos coutumes. Elle a l'opportunité, dans le cadre de ses missions de ministre, de parcourir la Côte d'Ivoire, et souvent pour des raisons sociales. Et ces raisons-là, elle se rend compte dans son action que quand la pauvreté frappe, elle ne frappe pas par rapport aux partis politiques. C'est clair. Quand les incendies, les drames familiaux, les drames sociaux, tout ce que son ministère qui est en charge de la solidarité, de la cohésion, etc., quand elle va au fin fond du pays et qu'elle rencontre excusez-moi du terme, les vraies familles qui parfois sont dans la précarité, mais il y a le programme des filets sociaux, mais ça ne suffit pas, loin s'en faut, eh bien, elle se rend compte que les élections ne doivent pas devenir un cauchemar pour le peuple de Côte d'Ivoire, pour les Ivoiriens et pour les personnes que nous accueillons ici. Il y a de grandes institutions qui sont en Côte d'Ivoire, qui ont délocalisé. N'oubliez pas qu'on est allé vendre à la BAD que c'est bon, qu'on est sorti de la turbulence et qu'ils pouvaient revenir. Mais on n'a pas vendu ça qu'à la BAD, on a vendu ça à un certain nombre d'institutions qui ont ramené leur siège. On a vendu ça à un certain nombre de grands groupes et là, on est en train de vendre avec le Cirex à des investisseurs internationaux que nous sommes un pays stable. C'est ça notre discours. Quand le président de la République va à l'ONU et qu'il a l'opportunité de faire des discours, vous vous souvenez, en début de mandat, il allait très souvent lui-même, ce qu'il disait, c'est Côte d'Ivoire is back. Et ce Côte d'Ivoire is back-là, il renferme en lui tout ce qui est économique, social, politique, culturel, environnemental, touristique. Et il faut pouvoir montrer l'exemple. Chaque 5 ans, on n'est pas obligé d'avoir le cœur qui bat la chamade. On doit pouvoir aller au centre de vote, l'esprit léger en famille, voter et aller vaquer à ses occupations. Alors, Barry, un dernier point. Quelle est la responsabilité des populations? Il nous reste 2 minutes. Non, en fait, je voulais rappeler le cas américain avec Kamala Harris, qui était donné au coude à coude avec Donald Trump. Oui, dans tous les sondages. Dans tous les sondages, où certains sondages même la donnaient vainqueur.
elle a été battue largement. Elle a eu l'humilité de reconnaître sa défaite. Ici. Et en Afrique, on sait que quand les sondages appellent décrivent quelqu'un comme vainqueur. On va dire en Afrique, on peut faire, oui, au Sénégal. Oui, très bien, Voilà, au Sénégal, mais en fait, il parle par rapport à l'expérience. On de peut la Côte d'Ivoire. Reconnaître la défaite, c'est la chose la plus En Côte d'Ivoire, difficile ici, en 2000, pour ceux qui se rappellent, en 2010, les sondages de Sofres donnaient largement Laurent Gbagbo très gagnant. Donc, certaines personnes, sûrement, dans leur tête, ont dit que les sondages étaient la vérité. Le point de Paris est très finalement, important. quand la défaite est arrivée, finalement, on dit non, il n'a pas perdu. Les électeurs peuvent faire mentir les sondages. Ce ne sont que des sondages. Et c'est ce qu'il dit, justement. C'est justement ce qu'il dit, et c'est une éducation, je pense, à avoir. Les sondages sont les sondages, mais la réalité du jour du vote est tout autre. En tout cas, merci. Restez en notre compagnie. En seconde partie, nous allons rejoindre Herman Aboua, qui est à Paris pour le salon, salon Polytech 2024, qui a lieu du 26 au 27. Nous parlerons avec Herman Aboua pour en savoir davantage sur le salon en seconde partie de ce temps d'antenne. Merci d'être avec nous pour cette seconde partie de ce temps d'antenne après le 1945 qui vous a été présenté par Karel Dablé. Herman Aboua, que nous devrions avoir pour le salon Polytech à Paris, n'est pas disponible pour l'instant. À tout moment, il pourrait donc intervenir dans cette émission, mais pour l'instant, parlons sécurité, madame, monsieur, et merci de nous suivre. 8 Syriens et un Irakien arrêtés donc fin juillet, ici en Côte d'Ivoire et à Antananarivo, avec l'appui des services de renseignement américains. Et français, ils sont suspectés de faciliter le voyage de membres de l'État islamique hors du Moyen-Orient. Et ils sont aussi soupçonnés d'avoir participé à un projet d'attentat contre les Jeux Olympiques de Paris. Ils ont été donc arrêtés, pour certains ici à Abidjan et d'autres à Madagascar. Alors ce coup de filet a nécessité la collaboration des services de renseignement de plusieurs pays et malgré évidemment la chute du califat en 2019, des membres de l'État islamique cherchent toujours à s'implanter loin de leur contrée. Et cette fois-ci en Côte d'Ivoire, on a dit non, vous ne passerez pas, Daouda. Oui, effectivement, je pense qu'il faut saluer ce coup de filet-là et surtout saluer nos forces de l'ordre et de défense et de sécurité. Et de défense et de sécurité. C'est le lieu aussi d'attirer l'attention des uns et des autres parce que tout ça a été rendu possible grâce aux renseignements américains. Et quand on voit qu'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le think look, aujourd'hui, il y a, comment on appelle ça, il y a comme un réseau de forces de défense et de sécurité ouest-africains, et même avec les États-Unis où il y a des formations communes ensemble. Tout ça, ça a été rendu possible grâce à ça, puisqu'il y a 4 personnes qui ont été pratiquement arrêtées. C'est le lieu d'appeler nos pays frères aussi du nord de la Côte d'Ivoire, notamment le Mali, le Burkina, de se joindre. Parce que la guerre contre le terrorisme, en fait, c'est une lutte asymétrique. C'est clair. Et du fait de son aspect asymétrique, on ne peut gagner ces combats-là que dans la collaboration et dans la coopération. C'est pourquoi moi je salue nos forces de défense et de sécurité, mais surtout le renseignement américain qui a aidé à mettre la main sur ces personnes-là. Et il est à noter que ces personnes-là aujourd'hui ont été tellement traquées par les soldats, l'État américain dans leur fief que finalement, aujourd'hui, ils quittent leur zone pour aller dans d'autres zones, notamment la Côte d'Ivoire, le Mali, le Burkina, un peu partout, où ils peuvent faire du mal aux autres dans ces pays-là. C'est clair. Alors, voilà. Élisée, il faut dire que c'est grâce à un renseignement anonyme qu'une unité donc, de la force antiterroriste ivoirienne est descendue à Koumassi dans une résidence et a interpellé donc plusieurs personnes suspectes. Oui, bon, pas spécifiquement très anonyme. Disons que, comme Daouda l'a expliqué, c'est le résultat d'une collaboration entre les forces américaines, les forces ivoiriennes et puis les forces françaises qui, à l'issue en tout cas d'une opération, conjointe, ont réussi à démanteler ce réseau d'acteurs de l'État islamique. Il faut dire déjà que selon les informations à notre possession, ils étaient déjà suivis, ils étaient déjà, ils étaient infiltrés, tracés, tracés, voilà, ils étaient déjà tracés suivis, depuis plusieurs mois. Donc, ils étaient déjà suivis depuis plusieurs mois, ils étaient déjà localisés jusqu'à ce que finalement, le périph' s'arrête à Abidjan. Mais ça vient encore confirmer ce qu'on a l'habitude de dire ici très souvent sur le fait que les autorités se battent chaque jour pour nous empêcher de revivre ces situations tragiques que nous avons vécues en
en mars 2016 à Bassam, et en mars 2016 à Bassam, et en 2019 à Kafolo et à Toubou. Voilà, Kafolo et à Toubou et Téni, toute la zone là-bas. Donc les autorités vraiment se battent pour nous éviter ça. Selon en tout cas les services de renseignement des forces de défense et de sécurité, Dieu seul sait combien de tentatives chaque jour sont, je vais dire, déjouées, étouffées dans l'œuf. Chaque jour, vraiment, il y a une velléité, et ça je le dis à l'endroit de tout le monde, il y a une véritable velléité de déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Les gens y travaillent. Les gens, vraiment, ils travaillent. Ça je ne le dis pas pour effrayer les Ivoiriens, mais c'est une réalité. Et c'est juste pour faire prendre conscience à nos acteurs politiques et aux Ivoiriens que... Ils y travaillent, mais ils échouent, en fait. Voilà, c'est ça le non, point. je dis, oui, ils y travaillent, oui, mais sûr, voilà, en face, ils ont du répondant. Voilà, ils ont du répondant. Les autorités ivoiriennes se donnent aussi les moyens de déjouer tout ça. Mais il y a des gens vraiment qui y travaillent. Il y a une volonté manifeste, appuyée par d'autres pays, que non des moindres même, qui ne sont pas loin de nous, vraiment qui veulent en tout cas attenter à notre pays. Mais les autorités aussi en face travaillent pour ne pas que ça arrive. C'est l'occasion en tout cas d'interpeller, comme je le dis, les Ivoiriens de façon générale et puis nos acteurs politiques. Vous savez, plus on est divisé, plus on est dans des querelles intestines, plus on s'étripe à longueur de journée, plus on crée des brèches pour l'infiltration de ces personnes-là. Aujourd'hui, on est en train de se battre sur la scène politique, on s'invective même, on se lance des piques et autres, tout ça, parce qu'il y a une certaine quiétude. Mais si demain on commence à faire sauter les immeubles de gauche à droite... Que Dieu l'interdise. Non, je ne le souhaite pas, je touche jamais du bois. Voilà, des immeubles commencent à sauter de gauche à droite ou de descendre des affaires. Je pense que personne ne serait en train de dire je suis candidat en 2025 pour pouvoir... Ou même de faire ce ou bien plateau, pour commencer à dire que bon, toi, vraiment, ta tête là ne me plaît pas, ou bien tu n'es pas celui qu'il faut. Donc, il ne faut pas qu'on perde de vue ça. C'est pourquoi, même quand on a des oppositions, ce que je trouve normal, parce qu'une société aussi s'enrichit des contradictions, il faut savoir rester dans les limites du raisonnable. Parce qu'après, certaines velléités peuvent conduire à des tragédies qu'on aurait souhaitées. Parce que justement, comme je le dis, autour de nous, et vraiment, certaines forces tapis dans l'ombre travaillent à longueur de journée pour attenter vraiment à la stabilité de ce pays. Et ça, il faut que les Ivoiriens prennent conscience et travaillent ensemble, main dans la main, pour qu'on n'y arrive pas. Alors, Barry, justement, il faut saluer les forces de défense et de sécurité qui font un travail formidable et quotidien. Mais en même temps, ces personnes interpellées avaient, selon une source sécuritaire proche du dossier, avaient pour objectif de relocaliser les frères, leurs frères, donc de l'État islamique, dans d'autres zones, et notamment en Europe. Pourquoi, Barry, selon vous ? Ça rentre dans le cadre de leur stratégie d'action. Vous savez que depuis 2014, au Moyen-Orient, précisément en Irak, en Syrie, le groupe État islamique a quand même fait des dégâts. Donc aujourd'hui, les armées de ces pays-là sont quand même montées en puissance. En Syrie, l'armée russe a appuyé, l'armée syrienne aujourd'hui. C'est vrai que la sécurité n'est pas totalement rétablie, mais ils ont quand même été boutés en dehors de certains territoires. Il ne reste peut-être que la province de Deir ez-Zor où ils sont encore installés. Donc, à partir du moment où la zone de base n'est plus en sécurité, ils décident de changer de stratégie et de noyer les pistes en venant en Afrique. Madagascar, c'est quand même très loin de la France, c'est loin de la Côte d'Ivoire, mais vous avez vu la stratégie. Donc, plus les armées se renforcent, plus les groupes criminels trouvent d'autres stratégies d'action. Mais tout ça, pour une meilleure lutte, il faut prendre en compte la dimension des dynamiques sociales, en fait. C'est-à-dire ? Les dynamiques sociales, c'est quoi? Quand vous prenez le Sahel, là où ils sont installés, Ils sont installés au nord du Mali, au nord du Burkina et un peu entre la zone des 3 frontières. Ce sont des zones où les populations sont à la base nomades et éleveurs. Et il y a la sécheresse, il n'y a plus de cours d'eau, ce qui veut dire que le troupeau s'amaigrit. Donc les jeunes sont laissés pour compte. Et là, ils viennent avec de l'argent, des moyens de locomotion. Imaginez-vous le petit éleveur qui n'a même pas eu 200 000 francs. Ouais. On vient lui proposer un montant de 500 000, une moto neuve, une arme à feu, mais il va faire ce qui est... On lui offre une porte de sortie, en fait, même si c'est pour poser des actes criminels. Donc, il faut prendre les dynamiques sociales en compte. En Côte d'Ivoire, pour le moment, je pense, je peux me tromper, c'est que la sociologie du pays fait que c'est un peu difficile pour eux d'avoir un ancrage. Parce que c'est vrai que la partie septentrionale est habitée à majorité de populations
musulmane. Mais en et même généralement, temps... ce sont des groupuscules qui utilisent la religion, l'économie et le social pour s'implanter. Mais justement, Barry, dans cette région-là, le gouvernement a fait un travail formidable avec un programme extraordinaire. Exactement. Du PJGouv, du ministère de la Jeunesse, qui fait un travail extraordinaire. C'est un programme spécifique, le programme de lutte contre les fragilités en zone nord. Et je pense qu'avec cela, on arrive à répondre justement à ces questions-là. Oui, le ministère de la Jeunesse fait son travail, le ministère de la Défense nationale. C'est une conjonction de ministères au sein du programme jeunesse du gouvernement, mais au-delà, au programme social aussi, tous les programmes d'urgence ou tous les programmes installés du gouvernement. Mais Barry, je vous laisse terminer, qui interviennent dans ce programme de lutte contre les fragilités des zones nord. Tout à fait. En plus d'être une zone économique spéciale, c'est devenu une zone militaire spéciale. Et quand on regarde la Côte d'Ivoire, au sorti de la crise en 2010, je pense quand même que l'armée ivoirienne traversait un certain nombre de difficultés qui ont, pour la plupart, été palliées. Je prends un exemple, c'est la création de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme. Oui. C'est la création des forces spéciales. C'est aussi la création d'une école de guerre. Quand on dit une école de guerre, les gens ont pensé que c'est la guerre qu'on fait là-bas, mais l'école de guerre prépare les officiers supérieurs à prendre des responsabilités au sein des états-majors. En Côte d'Ivoire, c'est une école qui n'existait pas. L'école de guerre, le centre de recherche de la défense nationale, ça n'existait pas. C'est pour former les colonels, en fait. Les colonels sont les officiers supérieurs. Avant, c'était au Cameroun, c'était aux États-Unis, c'était en Chine. Donc tous ces mécanismes-là... Aujourd'hui, les colonels ivoiriens sont formés en Côte d'Ivoire pour certains, et aussi des colonels de plusieurs pays sont formés à l'école de guerre à Zambakro. C'est au sein de l'Académie des forces armées. Donc quand on installe pour un gouvernement tous ces mécanismes-là, c'est pour dire attention, on est prêt à lutter justement contre le terrorisme. Il n'y a pas d'assurance tout risque, mais je veux dire que les moyens sont mis à disposition pour essayer de pallier, d'éviter un certain nombre de choses. Et le renseignement aussi, il faut reconnaître que les moyens ont été déployés. Maintenant, il y en a qui se plaignent, non, les États-Unis nous ont aidés, la France nous a... C'est eux qui ont des satellites, nous, on n'en a pas. Pour le moment, on essaie de se construire. Donc, les satellites permettent de récolter le renseignement électronique. Mais le renseignement humain, c'est d'abord le fait des forces armées nationales, des forces armées de Côte d'Ivoire, la gendarmerie nationale et la police aussi. Alors Pascal, justement, cette mutualisation de forces nationales et internationales devrait, in fine, rassurer les Ivoiriens. Votre réaction là-dessus? Sur la présence même de ces Irakiens et Syriens en partance pour l'Europe et d'autres et d'autres horizons, certainement pas pour aller vendre des confettis ou des babioles, c'est que la Côte d'Ivoire ne veut pas être une terre de passage du terrorisme. Les autorités ivoiriennes sont habituées à traiter des infiltrations de djihadistes sahéliens liés à Al-Qaïda venus de pays limitrophes. Et l'affaire est d'autant plus sérieuse parce que la présence de ces éléments de l'État islamique qui sont venus du Moyen-Orient sur notre sol, en même temps qu'ils étaient sur le sol malgache, ça montre bien qu'il y a des incursions. Mais pour qu'un État tel que le nôtre, qui est quand même, on a 5-6 pays frontaliers, c'est pas rien, qui a aussi une ouverture maritime qui est importante. Pour un État comme le nôtre qui se réveille tous les matins en paix, ce sont des efforts conjugués d'un ensemble de systèmes de défense qui sont mis en place. Je ne suis pas experte en la matière, je suis simple citoyenne, mais très sincèrement, il y a des gens qui ne dorment pas pour que nous puissions dormir. Et nos renseignements, vous le disiez, n'ont pas à rougir si on a des appuis technologiques importants. Il n'y a aucun pays au monde qui a tout le dispositif. C'est clair. Vous savez, même les États-Unis, même la France, l'Allemagne, etc., ils ont besoin de la logistique humaine parfois pour terminer le renseignement et donc finaliser l'action, c'est-à-dire arrêter les criminels. Oui, qu'est-ce qu'on peut dire de constater ces infiltrations-là? C'est que le système marche. C'est ce qu'on peut dire. Alors Daouda, revenons un peu sur cet effort mutualisé Côte d'Ivoire, Mali, Burkina, en tout cas nos pays limitrophes. N'est-il pas temps de trouver la stratégie pour aller à des efforts de paix mutualisés, pour sécuriser véritablement non seulement nos frontières, mais nos territoires à l'intérieur? Vous le dites si bien, parce qu'à la vérité,
Je pense qu'il est temps que le Burkina et le Mali, en fait, de mettre un peu d'eau pour parler comme le président de la République, de mettre un peu d'eau dans leur Nyamakoudji, de sorte à ce qu'ils puissent revenir à la table de discussion. Parce que aujourd'hui, quand on regarde le Mali et le Burkina, mais qui sont frappés pratiquement à tout moment par des groupes terroristes. L'une des dernières en date qui a véritablement fait grands échos, c'est ce qui s'est passé au Mali, oui, où sûr. des gens sont allés même à l'aéroport pour aller tirer comme ça à tout va, tuer des gens. Je veux dire, c'est pas bien. On se rappelle au Burkina de celui de Barça Logo. Et ça m'amène en fait à poser cette problématique parce que souvent de fois, il y a certaines personnes. Le fait que dernièrement, il y a eu un débat ici où il y a l'armée américaine qui venait installer des bases de drones. Certains parlaient de souveraineté. On parle de souveraineté. Pour moi, je veux dire, c'est un faux débat. Parce que comment est-ce que l'État ivoirien fait, quand la cellule antiterroriste ivoirienne arrête des terroristes en Côte d'Ivoire et leurs complices sont arrêtés à Madagascar. Mais c'est le renseignement américain. Nous, en tant que pays ivoirien, quand on parle de souveraineté, mais tous les pays sont interdépendants. Il n'y a pas de pays qui est souverain lui seul. Les Américains, ils dépendent quelque part de la Russie de quelque chose. Ils dépendent de la Chine. La Chine dépend des États-Unis. Chacun dépend de l'autre. Donc, est-ce que nous avons l'expertise militaire des États-Unis? Est-ce que nous avons l'expertise militaire d'Israël? Est-ce que nous avons l'expertise militaire de la Russie? On n'a pas tout ça. Donc, je pense que collaborer, on peut discuter. Parce que je suis d'accord, là où j'entends leur cri, c'est que les accords peut-être qui ont été signés avant les indépendances ou après les indépendances, mais ce ne sont pas les mêmes accords aujourd'hui. Aujourd'hui, on voit que l'armée française est pratiquement partie du 43e BIMA. Elle a légué qu'on appelle ça, l'autre camp, de l'Homo-Nord. Le Nord. Mais ça a été fait à l'issue de discussions et de collaborations. Mais c'est là tout le sens de la souveraineté ivoirienne. Donc je pense, et je termine sur ça, Christelle, que le capitaine Ibrahima Traoré et le colonel, le désormais général Assimi Goïta, pour le bonheur du peuple malien et burkinabé et celui de la Côte d'Ivoire, et à cause des liens séculaires qui nous unissent, je pense qu'il est temps de mettre de côté, de fumer le calumet de la paix. Élisée, s'il n'est plus que temps de fumer dans ce calumet de la paix, comment arriver de façon pratique dans l'opérationnel à avoir donc cette mutualisation d'efforts pour le renseignement et la protection de nos frontières et de nos terres internes? Bon, moi je crois que déjà c'est de poursuivre le dialogue, de poursuivre les médiations. Il ne faut jamais, je l'ai dit, s'épuiser. Tant que c'est possible de se parler, il faut toujours se parler. Je pense qu'on peut être porté par des ressentiments, mais le temps peut faire son effet. Finalement, les ressentiments peuvent tomber et puis on peut comprendre la pertinence. Vous savez, avant-hier, pas plus tard qu'avant-hier, je regardais le reportage d'un confrère burkinabé, de la chaîne de télé burkinabé, qui, dans un cortège porté par des militaires et qui encadrait des civils, partait d'une région à une autre et ils sont tombés dans une embuscade. Il a tout filmé. Et il l'a filmé, je crois qu'il s'appelle Dara, je crois, si je ne me trompe pas. C'était quand cet élément? L'élément a eu lieu au mois de novembre, début novembre d'ailleurs, même pas longtemps. Ils sont tombés dans une embuscade. Heureusement. C'était filmé en direct? En direct, il a filmé en direct. D'après son reportage, pendant 3 heures d'intense, on entend les balles, on entend. Tout le monde essaie de s'abriter. Ils ont fait revenir en arrière les civils. Ils ont replié. Et puis voilà, et les militaires sont restés à combattre là-bas. Mais il dit que, selon son reportage par la suite, qu'il y a certains en tout cas qui sont tombés là-bas. Ça, c'est sûr et autre. Parce que c'était une embuscade vraiment terrible, quoi, sur des kilomètres même que les gens les attendaient. Mais quand j'ai vu ça, je vous assure que l'image, je me suis surpris honnêtement, pratiquement les larmes aux yeux. Mais forcément. Et ce qui m'est venu à l'esprit, c'est vraiment de ne pas avoir un discours vindicatif, mais c'est de plaider auprès des autorités maliennes et burkinabé. Moi, je leur demande pardon. Pardon par les compassions de Dieu. Moi, je leur demande pardon. Ils n'ont qu'à laisser les rancœurs. Ils n'ont qu'à ouvrir leurs frontières, demander aux autres États de venir les aider. Parce que ce que j'ai vu là, ils ne peuvent pas s'en sortir seuls. Ce n'est pas possible. La preuve, même avec les supplétifs... C'est au Burkina. Au Burkina. Même avec les supplétifs
Qui ont renforcé l'armée? Non, oui, les VDP, ça, oui, je ne les calcule pas, mais je parle même des Russes, de Wagner, même avec les supplétifs Wagner. Ils continuent de subir ce qu'ils ont subi. Ça, là, ce n'est pas quelque chose qu'ils peuvent résoudre seuls. Et ce n'est pas gratuit. C'est ce que je veux dire, ce n'est pas gratuit. Ils ne peuvent pas résoudre ça là seuls. Quand voilà l'honnêteté de le reconnaître, ils ont besoin qu'on les aide. Pour nous-mêmes d'abord, pour eux, certes, mais pour nous aussi. Parce que si l'État sombre là-bas, forcément, ça va répercuter sur nous tous. Moi, je pense qu'à un moment donné, là, c'est ça aussi montrer qu'on est un grand homme. C'est-à-dire qu'on peut être au début porté par des ressentiments, mais après, parce qu'on gouverne pourquoi? Ils vous diront, par exemple, qu'ils gagnent du terrain sur le territoire. Non, mais la réalité est tout autre. On gouverne pourquoi? Si on gouverne, c'est pour un mieux-être des populations. Si on ne peut pas le leur donner, si cela nécessite qu'on fasse des sacrifices, même au détriment, je vais dire, de notre dignité, il faut qu'on le fasse. Parce que c'est utile, c'est pour ces personnes-là qu'on dirige en fait. Et franchement, je vous assure, l'image, même pendant que je vous parle, revient à l'esprit et je vois tout le calvaire que les gens vivent au quotidien au Burkina et au Mali. Alors, Élisée, certains sachants ou certains observateurs pourraient vous dire que lorsque le régime actuel burkinabé prenait le pouvoir, 90% du territoire était quelque peu aux mains de ces personnes au dessin sombre. Aujourd'hui, ils sont à 70%. Ils vous diront qu'ils gagnent du terrain. C'est vrai qu'il y a des gens qui tombent, mais qui gagnent du terrain. Lorsque vous entendez un tel discours, qu'est-ce que vous pouvez répliquer à cela, Élisée? Le plus important, ce n'est pas que je gagne du terrain. Je gagne du terrain à quel prix? Et pendant combien de temps? Si je dois gagner du terrain, c'est-à-dire que je dois perdre 100 000 personnes pour gagner ne serait-ce que 2 kilomètres. 2 kilomètres, ouais. En quelle année je finis de gagner tous les kilomètres pour avoir la souveraineté de mon État au prix de combien de vies? C'est de ça qu'il s'agit. C'est exactement ça. C'est de ça qu'il s'agit. À un moment donné, là, il faut prendre de la hauteur. C'est-à-dire qu'il faut sortir de ces discours populistes qui ne nous apportent rien, qui ne font que nous faire sombrer. Moi, je trouve la question de souveraineté, je trouve incohérent. Vous ne pouvez pas traiter d'autres de ne pas être souverains parce qu'ils ont des accords militaires avec d'autres pays occidentaux. Et puis vous, les mêmes qui êtes souverains là, allez payer à prix d'or des mercenaires, des gens qui ne sont même pas des légaux, parce que c'est des mercenaires d'un autre pays pour venir combattre pour vous. Mais attendez, à un moment donné, là, il faut qu'on comprenne quand même qu'on a un peu de jugeote, on a un peu d'intelligence. Sortons de ces débats-là. Oui. Il faut aujourd'hui que les autorités ivoiriennes fassent le lobbying qu'il faut avec toute la CEDEAO pour venir en aide à ces pays. Ce que je dis là, peut-être que l'image, là, un jour on va projeter ici. Et puis tout le monde va regarder la vidéo et puis on va comprendre vraiment ce que ces peuples-là vivent. Et puis on va voir la douleur de ces peuples. Et puis on va voir que, franchement, les dirigeants, il faut qu'ils fassent quelque chose. Justement, Barry, lors de l'anniversaire de l'AES célébré il n'y a pas longtemps en grande pompe, c'était au Niger, ils ont affirmé qu'ils étaient ouverts à toute collaboration avec tout autre pays. Est-ce que justement sur cette porte d'ouverture, de collaboration ouverte, sans nommer évidemment les États, il faudrait peut-être engager quelque chose à l'effet de nous protéger tous en réalité, Barry? Christelle, il est fondamental pour nos États de coopérer. Vous voyez, aujourd'hui, les États-Unis et la Chine et la Russie sont en froid, n'est-ce pas, avec la guerre en Ukraine. Mais ça n'empêche pas le patron du SVR, les services de renseignement russes, Sergei Naryshkin, de parler avec Bobby Burns, le patron de la CIA. Bien sûr. L'attentat qui a eu lieu à Moscou, la CIA a prévenu la Russie. C'est pour dire quoi? Quels que soient les problèmes entre États, il y a des limites. Bien sûr. Et les limites là, le régalien de l'État fait partie des lignes rouges. Il faut garder la communication. Le Sahel, les pays du Sahel, les 3 pays, le Burkina, le Mali, le Niger, c'est des pays frontaliers. Le Mali fait 1 240 000 km². Vous pensez que 1000 supplétifs russes peuvent couvrir ce territoire-là? C'est pratiquement 4 fois la Côte d'Ivoire. Le Niger, c'est 1 260 000 km². Le Burkina, 274 000 km². Les 3 armées réunies ne dépassent pas 100 000 hommes. Et ils vous disent aussi qu'ils se dotent de matériel, ils prennent du matériel avec leurs partenaires. Je les comprends, en temps de guerre. Si vous avez 200 000 hommes, qu'il y a une colonne américaine qui arrive avec 5 GIs qui sont très bien formés, vous pouvez bien croire que vos 200 000 hommes... Donc au total, ces pays-là devraient... La coopération, il faut même aller au-delà. Très bien, le Mozambique même est touché par le phénomène en Afrique australe. On a vu l'Afrique du Sud aller au-devant. Le Rwanda a envoyé une force pour aider le Mozambique. Je pense que le Mozambique, sur le plan économique, il est plus développé que les 3 pays du Sahel, mais il a demandé de l'aide.
Donc, il faut qu'eux aussi demandent de l'aide. C'est important. Il faut aider les soldats malgré eux. Merci beaucoup. Merci bien en tout cas. Il faut juste rappeler que nos pays vivent en parfaite collaboration. Les populations n'ont aucun challenge. Il faut simplement qu'au niveau des sommets d'État, on puisse se parler à l'effet de renforcer en tout cas les différentes coopérations et saluer avec moi, je vous en prie, toutes nos forces de défense et de sécurité, du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre. Il faut les applaudir parce qu'ils font un travail formidable. En commençant par le général, s'il vous plaît. Le commandement supérieur, évidemment. Oui, le commandement supérieur. À Palo, le général de la gendarmerie. De la gendarmerie nationale, le commissaire Diakité. Le chef d'état-major. Le chef d'état-major. Diabaté du Brie Nord. Le commissaire Teiwa. Le commissaire Agodio. Le commissaire Fomina. Général des armes. S'il vous plaît. Qu'on ne cite pas. C'est le général de brigade Thierry Lopois, le commandant des forces spéciales. C'est vrai que ce n'est pas une figure qui est beaucoup connue, mais il faut le saluer. Ces hommes font beaucoup de travail sur le terrain. On salue le directeur général de la police nationale. Exactement. On vous salue tous, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc, toutes nos prières sont avec vous. Merci de nous avoir suivis. Les amis, on dit merci et on se retrouve donc demain pour une autre émission. Portez-vous bien. Les programmes continuent sur Live TV. Bonsoir.